salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur React One. Aujourd'hui, je vous emmène directement aux Amphis 2025 avec les universités d'été du mouvement politique La France Insoumise qui se sont déroulées à Valence. Alors les Amphis, c'est le grand moment de la rentrée politique pour le mouvement. Vous y retrouvez des ateliers, des débats, bien sûr des conférences. Et c'est une très bonne occasion pour réfléchir, pour s'organiser et pour préparer la rentrée politique qui arrive. Alors dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les coulisses, bien entendu, des amphis. On va vous faire voir des courts extraits de conférences, des témoignages, des moments forts, des rencontres, des prises de parole, mais aussi quelques extraits courts de débats qui traversent la gauche. Alors nous, on va vous proposer de le faire à travers des yeux citoyens. C'est ceux de Franck, un abonné de la chaîne React One, qui s'est rendu sur place et à travers son témoignage et les images qu'il nous a ramenées, on va pouvoir vous proposer cette émission. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce qui s'est passé aux amphis dépasse largement le cadre d'un événement militant, parce qu'on y a parlé d'idées, de stratégies et bien entendu peut-être d'avenir politique de la France. On va pouvoir maintenant retrouver Franck et je vous souhaite à tous une très belle émission. On se retrouve nous à la fin de cette vidéo. Dans une université, on lance un colloque contre une notion qui n'a absolument aucun fondement idéologique et qui n'a pas vraiment de résonance dans le contexte français. Donc il y a aussi une forme d'hypocrisie ici où on diabolise ce qui se passe aux États-Unis tout en utilisant des leviers similaires pour finalement empêcher les personnes de se mobiliser dans les espaces universitaires, pour stigmatiser la recherche. C'est très compliqué de faire des recherches en France sur le genre, sur les questions décoloniales. Les chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là sont considérés comme étant des militants. Autrement, il y a donc le continent africain, évidemment, est identifié pour exploiter plusieurs ressources naturelles. Et déjà à l'époque, ce qu'on appelle la conférence de Berlin, où en 1885, 14 puissances coloniales, une vanité certaine, se partagent, comme il dirait effectivement le roi le belge Léopold II, le gâteau africain. Et également pour cette conférence de Berlin, le Congo était central. Notamment puisque à travers le fleuve Congo, c'était une possibilité de transport maritime. Eh ben Franck, merci d'être sur React One. Je suis très content de te recevoir. Alors dans le cadre de cette émission, tu reviens des Amphis 2025. Alors les Amphis, c'est les universités d'été de la France Insoumise, auquel en tant que citoyen abonné à React One, tu as couvert l'événement. Et on voulait avec toi et à travers du coup ton témoignage et les témoignages que tu nous as ramenés des acteurs de terrain, voilà, cheminer un petit peu ta journée et savoir ce que toi tu en as pensé, comment que ça s'est passé, et puis bien entendu quelle image ou quelle conférence t'a marqué, t'a parlé, et voilà, vous proposez en même temps une émission autour de tout ça. Donc Franck, merci à toi d'être là. Merci de me recevoir. Écoute, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Et puis, en tant que citoyen, c'est normal que nous, médias citoyens, on donne la parole à tout le monde. Tu es là pour ça. Ma première question, Franck, c'est comment tu vas? Comment que s'est passé ces amphis, université d'été? Et puis, quelle image tu ressors de tout ça? Et comment, pour toi, ça s'est articulé? Alors,
Je connaissais déjà les amphis pour y être allé il y a 2 ans. Donc pour moi, c'était pas une grosse surprise. Parce que déjà, ça s'est passé de la même façon. L'orga était très bien, rien à dire. La sécurité, tu te sens en sécurité, mais tu ne te sens pas agressé non plus, tu vois. Le timing était parfait. Euh, tout était bien organisé, je trouve. Et ça, bon, c'est pas forcément dans toutes les manifs, enfin, dans tous les événementiels qu'on voit ça. Ensuite, je voulais remercier aussi parce que tu sais, je suis sympathisant LFI, mais je suis pas militant. Et je voulais quand même remercier LFI d'avoir organisé ça de cette façon, parce qu'il n'y a pas eu il y a rien eu qui se soit mal passé. Enfin, moi, j'ai couvert que 2 jours sur 4, donc je peux pas dire tout. Je peux parler que de mon expérience. Mais bah déjà, il y avait une garderie. Ça m'a permis de laisser ma fille à la garderie, qui à la fin de la journée m'a dit je veux revenir. Ça m'a fait plaisir parce que déjà la première journée, ça m'a déchargé d'un peu de stress. Et pour la deuxième journée, j'étais content d'y retourner parce que j'étais pas sûr. C'était elle qui gagnait. Si elle me disait je veux pas y retourner, on n'y va pas. Donc j'étais content de pouvoir y retourner. Et même pour le dimanche, j'y suis allé vendredi, samedi, et je comptais y aller dimanche, on s'est levé tard, mais elle voulait y retourner dimanche aussi, donc c'est bon signe, quoi, ça veut dire. Et donc je voulais remercier particulièrement les personnes qui se sont occupées de tous les enfants qui leur ont été confiés, parce que je sais pas si elles sont bénévoles ou pas, mais en tout cas elles ont fait le taf. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles à chaque fois là-bas, hein, ils font appel à beaucoup de bénévoles pour que ce soit pour ce qui est de la sécurité ou tout le reste, ils ont été très bons. Voilà. Tu as senti un cocon familial autour de ces amphis, puis autour comment dire, de l'organisation de cet événement? Quelque chose de familial, même pour des gens qui ne se connaissaient pas? Complètement, parce que tu sais déjà, bon, quand tu vas dans ce genre de choses, tu te sens dans l'entre-soi quand même. Avec des gens de gauche, c'est quand même plus rassurant. Donc tout le monde est un peu avenant vers l'autre. On se parle gentiment. Franchement, c'est rare de voir des ambiances comme celle-là. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est le cosmopolitisme. Enfin, je sais pas si je le suis bien, mais c'est le fait que tu croises des gens qui viennent de partout, de tous horizons, de toutes couleurs, toutes religions. Et tu peux voir ça, bah, j'exagère, mais je vais dire qu'à Marseille, parce que j'y avais été 2 jours avant, et j'ai eu le plaisir de retrouver ça dans ma ville natale, tout ça, quoi, tout ce mélange, et où tout le monde se sent à l'aise. Voilà. Et même si tu peux trouver tout le temps des hurluberlus ou bon, des gens trop passionnés à gauche et qui, pendant un débat, vont dire eh, moi, je pense ça, et que ça fait chez tout le monde. Quand même, tu te sens chez toi, quoi. Hmm. Hmm. Ouais, il y en aura toujours, de toute façon, que ce soit à gauche ou à droite, tu as toujours des gens un petit peu plus énervés, qui sont un petit peu plus passionnés que d'autres, c'est sûr. Euh, on va entrer maintenant sur le côté, du coup, revendication politique des choses. Est-ce que, du coup, tu as eu des idées ou plutôt des réponses à des questions qui étaient les tiennes sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan proposition, peut-être, tu vois, de choses à travers les acteurs que tu as écoutés? Alors, je n'y suis pas allé pour en chercher parce que je suis déjà quelqu'un de convaincu à peu près, hein, on est tous à peu près à 80-90%, et on peut pas jeter tout à cause du reste. Donc, je connaissais à peu près la qualité des contenus des conférences. Il y a toujours au moins un député ou une élite des insoumis avec deux invités, des grosses têtes qui savent de quoi ils parlent, que ce soit pour l'habitat, France-Afrique, écologie, etc., etc. Enfin, tous les thèmes qui rassemblent, enfin, qui intéressent les gens de gauche, on les a traités et je pense que rien n'a été mis au hasard. Et ça a été bien traité. Je suis pas allé voir des conférences en particulier pour moi, parce que je suis pas non plus à fond militant pour me bourrer le crâne, tu vois, de toutes ces infos. Ça risque plus de me miner qu'autre chose, parce que on parle souvent de choses négatives, hein, dans ces conférences, de choses qui vont pas, qu'il faut arranger. Et bon, j'étais en train de faire mon taf, et j'ai pas préparé ça à l'avance. Donc c'est vraiment, j'ai improvisé et j'avais plus envie de croiser des gens que d'aller voir des conférences pour avoir
comment dire, t'envoyer des vidéos trop longues ou bon, trop pompeuses, quoi. Finalement, tu pouvais pas toutes les montrer. Chacune est très intéressante, mais chacune durait entre 20 minutes, une heure, tu vois. Donc, on peut pas faire un compte rendu. En plus, on trouve tout sur YouTube. Les témoignages qu'on va passer vont faire moins de 20 minutes, hein, vous soyez rassurés. Mais alors, tu as du coup pu comment dire, faire témoigner des acteurs. Donc on a eu des stands qui étaient dédiés à la Palestine, comme Jabalia, hein, si je dis pas trop de bêtises, dont on va passer l'extrait. Il y a eu aussi Mouvement pour la paix. Il y a eu aussi la Jeune Garde, Comité Antifa. Il y a également pu avoir Thomas Porte, hein, si je dis pas de bêtises, député insoumis. Ton rapport avec ces gens-là, alors du coup pas en tant que militant puisque tu ne l'es pas, mais en tant qu'électeur insoumis, est-ce que tu as senti comment dire, comment je vais poser la question? Est-ce que tu as senti un élan de victoire pour du coup ces élections qui arrivent, alors soit anticipées, soit le programme insoumis, ou alors plutôt quelque chose de défaitiste? Parce qu'on sait qu'ils sont très attaqués, les insoumis, à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les sens. Tu as senti un engouement ou plutôt quelque chose de défaitiste alors là j'entends au niveau politique, hein, des choses. Mhm. Moi, je crois que plus rien peut les atteindre parce que ça fait longtemps que c'est la même comédie et qu'on les attaque au niveau média qui sont bon, tout est fait pour les enfoncer. Donc, euh, non, non, vraiment, je j'ai pas senti de défaitisme. Au contraire, plutôt de la combativité. Et même moi, c'est pas par rapport aux députés, aux acteurs sociaux, etc. que j'ai remarqué quelque chose, mais j'ai plus l'impression qu'il y a un engouement de la part de la population. De plus en plus de gens se rendent compte que ben, le message, il est pas si nul, il est pas si dangereux, il est pas antisémite, il est pas islamo. C'est juste qu'on est des gens humains qui parlons de tout le monde, qui traitons tout. Et ce que j'aime aussi, ben, puisque je te parlais de cosmopolitisme, c'est le manque de sectarisme, tu vois. Et moi, ça me gêne encore plus que le racisme quelque part, parce que le sectarisme, ça peut vouloir dire je déteste la police, ou je déteste les fonctionnaires, ou je déteste telle corporation. Et c'est ça qui nuit en fait à l'harmonie entre chacun. Et nous sommes tous différents et on doit s'accepter comme on est, sinon on n'avancera jamais. Et c'est ce que je vois dans les discours que j'ai vus jusqu'à maintenant, dans les programmes, etc. Et c'est ce que je ressens quand je vois un autre ou militant ou sympathisant, parce qu'il n'y avait pas que des LFistes, hein, il y avait juste des gens de gauche, peut-être des curieux. Mais c'est ça que je ressens le plus, ouais, c'est ce manque de sectarisme et ce qui est complètement bénéfique. Enfin, c'est bien bon, pour moi, ça me va. Question lunaire un petit peu, mais est-ce qu'il y avait des gens de droite? Est-ce qu'il y avait des gens de droite? Je sais qu'il y avait Violette Spilbou qui était là, censée venir, tu sais, avec Paul Vanier pour faire un passage et tout ça. J'avais entendu Paul Vanier dire ça. Est-ce qu'il y a eu des gens de droite? T'en as croisé ou pas? Alors, en général, les gens de droite sont invités, avec plaisir même. Et là, le seul que j'ai vu, parce que j'ai pas eu le temps de tout brasser, surtout de m'attacher au programme, j'ai pas pu le faire. Mais je tenais à aller voir le débat entre Charles Consigny et Emmanuel Bompard. Et Charles Consigny, justement, je te parlais de timing tout à l'heure. Charles Consigny, c'est le seul à être arrivé une heure en retard. J'ai vu l'émission et du coup, c'est pas de sa faute, c'est parce que du coup, il y a eu des embouteillages et tout ça. J'ai trouvé le débat très intéressant, moi, entre Consigny et Bompard, concernant, du coup, alors c'était sur si je dis pas trop de bêtises, c'était sur la manière économique de gérer le pays, tout ça, tu vois. Et j'ai trouvé le truc intéressant ouais, et franchement, Consigny, du coup, ouais, un bon point pour lui, quoi, d'être venu, d'avoir, tu vois, joué les jeux et tout ça. Et respect aussi aux insoumis qui l'ont pas trop tabassé, tu sais, parce qu'il n'était pas chez lui, hein. Il était à l'extérieur, mais respect quand même aux insoumis qui ont, bon, des fois, qui ont un petit peu hué certains délires, mais j'ai trouvé le truc intéressant. Il est resté gentil parce que forcément, il disait des dingueries, donc les gens disaient ouh, mais ça allait pas plus loin que ça. Avant qu'il arrive, la salle, elle a bien chauffé, où t'as toute la salle qui clame Siamo tutti antifascisti, nous sommes tous des enfants de Gaza, des choses comme ça. C'était mignon de voir comme la salle chauffait bien, quoi. Ouais, sympa. On se sentait bien, quoi, on avait l'impression d'être à la maison, quoi. Ouais, dans l'engouement de la gauche, quoi.
Tu parlais du coup de la Palestine. Alors, on a un intervenant là qui va témoigner, qui est Jabalia, c'est ça. Donc, lui, en fait, son délire, c'est de faire concurrence, du coup, alors, si je dis pas trop de conneries, c'est à Coca-Cola, Pepsi, puis les boissons gazeuses en général. Tu as pu t'entretenir avec lui. Moi, je représente Gebalia. C'est une société, qui lutte pour un mode de consommation plus éthique et responsable et en soutenant des causes humanitaires derrière. Donc, on vend plusieurs boissons. On répond au boycott et on trouve des alternatives, par exemple au Coca, au Fanta. Donc là, vous avez le Palestine Cola. Le Palestine Cola sans sucre, orange, des boissons énergisantes, des boissons à la pastèque, des boissons de l'eau gazeuse, de l'eau citronnée. Nous, notre but, en fait, c'est de trouver des alternatives et de les mettre en avant. Il y a des fonds qui sont reversés, du coup, en Palestine. Donc, la marque Palestine, c'est 100% des bénéfices qui sont reversés via une association, Safa Foundation. Gaza Cola, c'est 10%, mais eux, c'est plus pour la reconstruction d'un hôpital à Gaza. Ça leur coûte 4 millions de dollars. Et du coup, ils se sont dit, let's go, on crée cette marque de boisson pour pouvoir financer cette reconstruction-là. C'est une association au départ qui l'a créée. Et voilà, nous on la vend. C'est disponible sur jabalia.fr en ligne. Voilà. J'ai vu que ça marche bien déjà ici. Je pense que ça marche bien en France aussi quand même. Ouais, ça marche bien en France. Vous n'avez pas eu de difficultés pour envoyer l'argent, tout ça? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de difficulté. En fait, nous, on achète en grande quantité. Et au moment de l'achat, il y a un achat pour produit. Et il y a aussi un pourcentage qui est calculé pour les dons. En fait, on est obligé, si on veut acheter, on est obligé d'acheter le produit plus les dons. Et en fait, c'est un pack global qu'on achète en grande quantité. Donc nous, c'est des palettes. On va aux particuliers, aux professionnels, aux associations, un peu à tout le monde. Et on a des prix préférentiels en fonction de la quantité qui est prise. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plutôt bénéfique ou en tout cas sur l'événement, ou alors c'est quelque chose qui n'a pas spécialement servi? Sur l'événement, il a fait un carton. C'est-à-dire, tout le monde se promenait avec ça. Je ne sais pas si on la voit bien. Hop, Palestine, il est à l'envers, du coup. Voilà, la canette Palestine. Tout le monde voulait boire ça, comme si c'était une boisson nouvelle, alors que ça reste du cola, hein. Mais voilà, ça a marché très, 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 très fort. Là-bas, ils étaient en rupture de stock. Le premier jour où j'ai voulu en acheter, ils en avaient plus. Voilà, donc vraiment ça a marché. Et je pense qu'en France, ça va marcher de plus en plus, même si tu vois, ça va monter et descendre, sûrement, hein. Mais en tout cas là, je me fais pas de soucis pour eux. C'est ceux qui ont fait peut-être le plus de, on va dire entre guillemets, de chiffre d'affaires pendant les événements, quoi. Les autres, ils essayaient de vendre un autocollant à 1 euro, des trucs comme ça, ou un livre à 15 euros, donc tu peux pas le faire. Tu vois, à tous les stands où je suis passé, ils essayaient de me vendre leur cam, alors que moi aussi, j'essayais de vendre la tienne. J'ai vu quand même que Gebalia, quand tu achetais un truc, il y avait un don qui était reversé quand même à l'assaut et tout ça. Donc ça reste quand même one-one, c'est plutôt intelligent comme idée, quoi. À chaque fois, oui, à chaque fois, c'est comment dire, comment on appelle ça, échange de bons procédés. C'est ça. Et sauf que moi, je pouvais pas. J'ai été le seul perdant dans l'histoire si j'achetais les livres à tous les stands, etc. Voilà. Il y a même je vais pas dire à lesquels, ils m'ont dit, bon, tu veux bien acheter le sac où c'est marqué en gros anti-facho, je sais pas quoi. Je veux pas aller faire mes courses avec ça, moi. Euh, et je lui ai dit, d'accord, mais tu t'abonnes à React One. Il m'a dit, ouais, je vais le faire. Et puis, il faisait semblant, quoi. Bizarrement, on n'a pas reçu d'abonnés. Mais la prochaine fois, l'année prochaine, tu iras avec des casquettes et puis des t-shirts React One. Tu C'est feras le ça, c'est one-one. ça. Qu'est-ce que je veux dire en termes du coup de vie collective là-bas, c'est-à-dire l'ambiance collectivisme, est-ce que tu l'as ressenti là-bas sur l'événement? Alors, soit entre cadres et acteurs politiques et du coup électeurs, entre citoyens simplement, tu sais, entre les gens, au-delà du coup de Bicrave, tu vois, des sacs, des casquettes, des machins. Est-ce que tu as senti quand même, ouais, j'allais dire un élan collectif, parce que la gauche est associée au collectivisme, hein, normalement, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je défends. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, ou pas? Carrément. Tu sais, c'est pas dans tous les endroits où tu te promènes, par exemple dans la rue, que les gens vont te dire bonjour, ou qui vont être bienveillants, qui vont te dire pardon quand ils t'ont bousculé, ou qui vont te laisser passer. Là, c'était vraiment le civisme, on va dire. Tu comprends? Et pareil avec les députés ou les personnalités
politiques ou associatives, etc., mais qui sont connus, qui font partie, on va dire, des élites, entre guillemets, sont très abordables. Abordables, j'ai pas dit que c'était facile de les aborder parce qu'ils étaient débordés. Mais sinon, ce sont des gens qui sont contents justement de pouvoir parler un peu de leur action. Non, ils restent frais à ce niveau-là. Ils sont pas blasés en se disant encore un connard qui vient m'aborder, qui veut prendre un selfie, tu vois. Non, non, très. J'ai été content, par exemple, de Thomas Porte qui tout de suite m'a dit, allez, ok, on fait ça. Appelle-moi, je te rappelle demain, on va le faire. Bonjour, nous sommes avec Thomas Porte, président de l'ONED. Bien ça. Bonjour. Pourriez-vous présenter un petit peu l'ONED? C'est une structure qui a été créée en 2021, ça s'appelle l'Observatoire national de lutte contre l'extrême droite. Et comme son nom l'indique, c'est une structure qui a vocation à combattre l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite parlementaire, les groupuscules. Donc l'ONED, il fait plusieurs choses. C'est un recensement, d'abord de tous les groupuscules, de tous les actes racistes, islamophobes, de toutes les attaques qui sont mises dans l'extrême droite dans le pays. Et sur le site, on a un formulaire qui permet aux gens de nous remonter les informations, parce que c'est extrêmement important que les gens qui voient des groupuscules arriver, qui voient des phénomènes d'extrême droite puissent nous les signaler. C'est aussi un observatoire qui a un conseil scientifique où on va travailler avec des chercheurs, des sociologues qui vont pondre des notes, des argumentaires, vont débunker les idées d'extrême droite. C'est un outil qui va aussi faire des formations pour lutter contre l'extrême droite et l'école, l'extrême droite et le sport, l'extrême droite et la police. Donner des éléments divers et variés pour mener une bataille essentielle contre aujourd'hui un danger qui menace le pays, c'est-à-dire l'extrême droite. Vos moyens de financement, parce que j'ai regardé le site aujourd'hui et j'ai vu que vous aviez besoin de moyens. Comment se fait-il qu'une institution comme celle-ci n'ait pas suffisamment de financement déjà public? Effectivement, c'est une question cruciale, celle de l'argent pour fonctionner, parce qu'il y a un site internet, il faut imprimer du matériel, organiser des événements et tout ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas encore demandé de subventions, on fonctionne uniquement avec le don des adhérents, avec les adhésions, mais on va engager des démarches pour avoir des subventions publiques, parce qu'on considère que lutter contre l'extrême droite est un outil d'utilité publique, et à ce titre-là, on doit avoir des subventions, qu'elles soient des subventions nationales, mais il y a aussi des financements européens. Ok. Avez-vous quelque chose à dire à React One qui participe à la lutte antifasciste? C'est important d'avoir des médias citoyens, des gens qui s'engagent aussi bien pour distribuer des tracts, pour monter des médias citoyens comme c'est le cas ici, parce que on est face à un rouleau compresseur qui utilise les médias nationaux, des chaînes de grande écoute, et je pense évidemment aux chaînes du groupe Bolloré et sa vitrine qui est CNews, pour diffuser les idées de haine, pour banaliser l'extrême droite, pour faire en sorte que le racisme d'atmosphère aujourd'hui se diffuse partout dans le pays. Donc on a besoin d'avoir partout des militantes et des militants qui s'engagent, qui créent avec leurs moyens des petits outils, mais des outils qui sont utiles. Moi je dis une chose, il n'y a pas d'initiative inutile, il n'y a pas de petites choses et des grandes choses. Toutes celles et ceux qui s'engagent, quel que soit leur niveau et leurs moyens face à l'extrême droite, ils sont utiles dans cette bataille-là et on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Personne. Aurélie Trouvé, qui a été très, très charmante avec moi. Je lui ai proposé de parler de son expérience parce qu'elle vient du monde associatif. Et donc, c'était intéressant de voir qu'en venant du monde associatif, comment ça se passe quand on devient député et qu'on mène autant de nouvelles batailles et à l'Assemblée nationale. Elle était enchantée de le faire. Elle n'a pas eu le temps, hein, mais elle aurait pu si ça avait été le cas. Et voilà, et elle a été très gentille quand elle me parlait. Voilà. Donc, et tous ceux à qui j'ai affaire, la seule chose qui m'a embêté quelque part, c'est qu'ils étaient très pressés. Ils disaient, j'ai un truc à faire, une conférence à présenter, une interview ou quoi. Donc, il y avait 70 représentants de la presse. C'est énorme. Est-ce qu'en parlant de presse, il y avait des médias indés qui étaient là-bas, au-delà de React One avec toi qui nous représentait? Est-ce qu'il y avait d'autres médias indés ou il y avait que des médias mainstream parmi les 70 représentants des médias? Alors, de ce que j'ai repéré, bien sûr, il y avait le Canard réfractaire qui a un petit peu pignon sur rue à ce niveau. Si tu prends les médias indés les plus connus, il y a le Média, il y a Blast à gauche, il y en a d'autres, mais désolé si je vous ai oublié les gars. Mais après, le Canard réfractaire, c'est un cran en dessous et ça commence vraiment à marcher, hein. Ils font tellement de reportages, de vidéos, ils vont aussi dans le rural, ils s'intéressent à des choses un petit peu moins, pas forcément, enfin c'est toujours politique, mais bon, ils couvrent beaucoup d'événements. Et donc eux, on voyait qu'ils avaient une notoriété et même eux étaient débordés comme des députés, quelque part. Et c'est bon signe, hein.
Ensuite, il y avait le média Au Poste, qui a moins d'abonnés que toi, qui avait plus de matos que moi en l'occurrence, hein. Et lui aussi, il n'était pas abordable parce que bah, il était tout le temps en train de faire ses reportages à lui, même s'il tenait son stand. On m'a dit, il faut que tu parles à David. Mais David, j'ai pas pu le pécho, si tu veux, mais c'est pas grave, hein. Voilà, ça arrive. Je suis pas allé voir la plupart des stands de la France Insoumise parce que je suis pas venu en tant que militant puisque je venais pour Antoine, donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On le connaît le discours de la France Insoumise, on n'a pas besoin que tout le monde nous répète les mêmes choses. Il y avait la presse, il y avait les médias autres que la presse, il y avait il y avait les LGBT, les machins, voilà. Par contre, j'ai bien aimé parler au pôle antifasciste de la France Insoumise. J'ai beaucoup aimé l'entretien que j'ai tenu, enfin, que m'a tenu, je connais plus son nom, mais son représentant, un jeune. Tu sens que, je crois que j'ai déjà vu à la télé, je sais pas, mais tu sens que il sait de quoi il parle, quoi. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être présents aux amphis de la France Insoumise. Merci de nous donner un moment pour nous exprimer. Nous, on est le réseau insoumis antifasciste. Donc, en gros, c'est un réseau qui a été mis en place au sein de la France Insoumise pour porter la bataille antifasciste. On est parti du constat que, au sein de la France Insoumise, beaucoup de camarades avaient déjà un engagement sur l'antifascisme, sur la bataille contre l'extrême droite. Et on s'est dit qu'on allait fédérer la jeunesse insoumise, et pas que la jeunesse par ailleurs, mais toutes les personnes qui avaient un engagement antifasciste et qui étaient des insoumis pour aller au sein d'un pôle, donc c'est le réseau insoumis antifasciste, un pôle du mouvement insoumis, pour organiser la riposte concrète face à l'extrême droite. Donc c'est pour nous les insoumis un moyen d'avoir des camarades qui, sur la question de l'antifascisme, sont spécialisés et mènent une riposte quotidienne dans leur ville, dans leur commune, pour faire barrage, pour faire rempart face à l'extrême droite. À la France Insoumise, on dit beaucoup qu'on est le dernier rempart face à l'extrême droite. Et donc, nous, on a voulu mettre ça, au-delà de le mettre en mots, le mettre en action. Et donc, on organise des contre-manifestations, on organise des marches internationales, comme on l'a fait à Calais, avec des groupes antifascistes anglais et avec des associations qui luttent pour la dignité des exilés. Calais connaissait des violences extrêmes de la part de fascistes qui allaient à Calais pour frapper les exilés, donc on s'est organisé. Et on fait ça un peu partout en France, et donc c'est un moyen pour nous d'organiser les insoumis, de les faire monter en compétence sur ces questions. Et on est désormais une petite centaine au sein de la France Insoumise qui travaille à ces questions, à comment est-ce qu'on porte un antifascisme au sein d'un mouvement qui aspire à prendre le pouvoir en France. Et donc c'est des questions qui nous passionnent et on est en contact avec les antifascistes dans les communes, dans les rues et on continue à s'organiser. D'autres médias, ben non, il y avait des associations de quartier, banlieue, tout ça, mais surtout ce qu'il y avait en dehors de LFI, le plus qu'il y avait, c'était la Palestine. Et donc, je suis pas allé voir tout, je suis désolé pour eux, mais je suis pas allé voir toutes les associations qui défendent la Palestine, parce que déjà on est d'accord, donc on connaît le discours, on connaît la problématique, et c'est pour ça que je me suis intéressé davantage à l'association Tzedek, qui sont des juifs, qui eux défendent, enfin, qui eux sont pour la paix. Je vais pas dire qu'ils défendent la Palestine particulièrement, ils sont pas contre leurs compatriotes non plus. Mais ils défendent la paix et ils sont contre cette guerre qui est menée par Israël. Ils défendent aussi le Kurdistan. Et j'ai trouvé ça plus légitime de leur part d'en parler plutôt que des gens qui sont concernés par le problème. Et là, j'y vois plus du communautarisme si par exemple, je vais te dire ça de façon crue, si je suis arabe, forcément, je vais être touché par la cause palestinienne. Mais c'est pas un arabe ou un musulman d'être, enfin oui, c'est bien. Mais c'est à un être humain de gauche de défendre cette cause, et même de droite. Mais un être humain, normalement, devrait défendre cette cause. Il n'a pas besoin d'être palestinien. Voilà, je suis devant le stand de Tzedek en présence de Gabos et Antoine, enchanté. Donc, je vais laisser Gabos présenter Tzedek. Ouais, bah nous on est Tzedek, on est un collectif juif décolonial. On lutte, nos principaux axes de lutte, c'est la lutte contre le racisme d'État en France, la lutte contre l'impérialisme français, évidemment antisioniste, le soutien à la résistance palestinienne et contre le génocide actuel. Et quatrième axe aussi, on lutte contre l'hégémonie sioniste dans les communautés juives. Nous on s'est fondé il y a 2 ans, après à l'occasion des 10 ans de la mort de Clément Méric, les commémorations organisées par la FA Paris Banlieue.
C'est aussi important pour nous de naître sous le signe de l'antifascisme. C'est une part importante de notre histoire, notamment de notre histoire révolutionnaire juive. Nous évidemment, donc pourquoi nous on soutient la Palestine, tout simplement parce qu'on refuse, d'une part on refuse l'accaparement par Israël de nos identités pour justifier une colonisation depuis plus de 75 ans et maintenant un génocide et la destruction totale du peuple palestinien. Et puis parce que évidemment par solidarité décoloniale, nous on soutient toutes les luttes qui visent à leur tous les luttes des peuples qui visent à leur émancipation, que ce soit les Kanaks, les Kurdes, les Palestiniens. J'en oubliais très certainement, vous m'excuserez, parce que nous on considère que c'est pour ça qu'on s'appelle Tzedek. Tzedek, ça veut dire justice en hébreu. On considère que les valeurs juives sont des valeurs qui prônent l'émancipation, qui prônent la liberté des peuples, qui prônent justement la sortie. Précisément, nous on a vécu l'esclavage en Égypte. Et donc précisément du fait de cette expérience, on sait que la liberté est chère et que tous les peuples y ont le droit. Et que il n'y a pas de raison que sous prétexte que un peuple il soit dépourvu sous prétexte que certaines lectures de la Torah diraient que la terre d'Israël est la terre éternelle des Juifs et qu'il ne pourrait y habiter que des Juifs. Donc il y a beaucoup de taux d'interprétation du référent Israël et de l'importance de Jérusalem dans les textes, pas nécessairement des textes des lectures nationalistes. Et puis voilà, et puis globalement, nous notre vision du judaïsme, c'est une vision révolutionnaire. C'est une vision qui pense que le royaume de Dieu, c'est faire advenir la paix et la justice pour tout le monde sur ce monde, quoi. Voilà. Est-ce que Tzedek tourne grâce à des subventions ou seulement du soutien? On n'est pas subventionné, on gagne de l'argent que parce que les gens veulent nous soutenir. Donc là, on a monté il y a pas très longtemps une association qui nous permet de récolter des fonds. Donc n'hésitez pas à les donner à l'association Les Amis de Tzedek. La page Helloasso doit être sur le site internet de Tzedek. Et n'hésitez pas à faire des dons, ça nous permet de garder notre indépendance. Et vos adhérents, ils viennent plutôt du monde juif ou nous on est plutôt des Antifa ou... Nous on est que des juifs à Tzedek. Mais on a des gens qui viennent de différents, qui viennent d'horizons politiques et religieux assez divers. On a des Ashkénazes, des séfarades, des libéraux, des orthodoxes, des gens qui ont fréquenté des communautés lobadiches, des gens qui sont plus athées, des gens qui sont juifs seulement des gens qui sont juifs surtout d'un point de vue culturel. Puis après, politiquement, on a de tout ça. Nous, notre spectre, il va de la France insoumise à l'autonomie, en passant par l'antifascisme, des libertaires, des trotskistes. Voilà, tout le champ de la gauche radicale est représenté chez nous. Et est-ce que vous avez, de par votre combat, est-ce que vous avez déjà été menacé? On a reçu des menaces, on a eu des sionistes d'extrême droite qui ont essayé de doxer des camarades. On a nos événements qui sont souvent perturbés par des sionistes, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de lutter. Bien au contraire, c'est nous raffermir dans nos combats, parce que ça veut dire qu'on tape. Si eux nous se sentent menacés par nous, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on tape juste. On va continuer. Et je voudrais rappeler une chose. Tu me parlais un peu du public qu'il y avait là-bas. Ben pour moi, c'était la France de Coluche. Il y avait de tout. Tu vois, je sais pas si tu as déjà lu son manifeste. Je représente un tel. Je connais l'appel à la France des oubliés, des SDF, des PD, des machins et tout ça. Ouais, si je vois ce que tu parles. Eh ben, on avait de tout. Bon, c'est pas pour ça que les PD sont venus me brancher, donc tout va bien. J'étais tranquille dans mon coin, chacun sa place. Alors je précise, hein, on parle du manifeste de Coluche, tout ça. Nous, on les appellerait gays ou homosexuels à l'heure d'aujourd'hui, mais on reprend ces mots à lui. Il n'y a pas de. Un coup de cœur peut-être, toi, Franck, à travers cette journée, quelque chose qui t'a marqué vraiment au-delà de tout ce que tu viens de nous dire. Je sais pas, une parole de quelqu'un, un discours d'un mec ou de nana, peu importe. Alors oui, c'était pas pendant que j'y étais, mais c'était le discours dimanche matin, dont un qui représentait la CGT ArcelorMittal, je crois, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un représentant CGT. Il a dit quelque chose de très touchant et qu'on devrait tous avoir en tête et dont on se souvient jamais. Bon, bien sûr, il défend les travailleurs, donc,
Mais il a dit une chose forte, c'est que à chaque fois que tu fais perdre un emploi à quelqu'un, c'est pas le travailleur à qui tu fais du mal, c'est à toute sa famille, c'est-à-dire aux 3-4 personnes qu'il y a derrière. Et là, moi, j'ai trouvé ça beau. Et d'ailleurs, il a été vachement applaudi. Voilà, j'ai vu sur YouTube, comme tout le monde. Mais tu vois quel succès ça a eu, ce petit retentissement Et oui, c'est vrai. C'est vrai que ça touche pas que le travailleur, mais ça touche beaucoup de gens derrière. Et c'est ça et les commerçants derrière du quartier qui vont pas pouvoir avoir ces achats, tu vois. Donc c'est comme l'effet papillon, mais dans le sens inverse, quand tu détruis un emploi et quand tu vois que ça brasse à coup de, on va régresser de 200 notre usine, on va enlever 200 emplois, tu te dis que ça touche plus qu'une ville, quoi. Un slogan, une phrase que tu as entendu le plus souvent là-bas, à part, je suppose, Free Palestine ou ou la lutte antifasciste, est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une revendication qui est plus sortie que les autres? Non, toutes les mêmes, toujours les mêmes. Ouais. On est là, on est là. Voilà, après, comme je t'ai dit, j'ai fait que 2 jours sur 4. Mais non, et puis oui, c'est des choses qu'on entend depuis tout petit quand tu es de gauche. Il y a toujours un gimmick qui revient, mais que tu as déjà entendu autre part. Donc pour moi, c'était pas des nouveautés. Donc rien qui m'a surpris de partir, qui m'a interpellé. Il y a eu aussi la Jeune Garde, comité Antifa. Là, on est aux amphis du coup, Université d'été de la France Insoumise. Ici, c'est le stand du comité de soutien à la Jeune Garde, comité de soutien à la Jeune Garde antifasciste, qui est une organisation antifasciste créée à Lyon en 2018 et dissoute par le Conseil des ministres il y a maintenant quelques mois. Et puis, on est présent aux universités d'été contre la dissolution de la Jeune Garde. Et du coup, on a divers matériels militants, hein, notamment pour nous soutenir contre cette dissolution-là. Notamment qu'on va porter du coup devant le Conseil d'État. On a fait un recours, devant le Conseil d'État qui se déroulera très bientôt pour notre défense. On a besoin de financer notre défense. Tout ce comité de soutien est là pour ça. Moi, je suis du coup ancien porte-parole de la Jeune Garde antifasciste. Et voilà, hein, un petit peu ce qu'on met en place. Ici, il y a divers matériels militants qu'on a pu faire durant certaines campagnes politiques qu'on a pu mener. Voilà, ici on peut montrer, hein, vous pouvez peut-être vous avancer. Je vous montre un petit peu chaque. Ici, c'est un étendard qu'on avait réalisé contre en hommage à la mort de Clément Méric, qui est un militant antifasciste qui s'est fait tuer dans les années 2010 par des militants d'extrême droite. Voilà, ça c'est un étendard qu'on a réalisé pour marquer notre lutte anti-impérialiste, qui est super importante, hein, pour nous. Voilà, ici un petit étendard féministe antifasciste qui a été réalisé à Lyon. Ça c'est aussi un étendard très important pour nous. Ça représente le plateau des Glières, qui est du coup un endroit en Savoie où des militants antifascistes se sont fait tuer lors de l'invasion allemande nazie, par les nazis du coup fusillés. Et cette phrase vivre libre du mourir, qui est du coup ce qui les caractérise, qui caractérise cette résistance là antifasciste très importante pour nous. Donc en fait, tu prends un peu la relève de Raphaël Arnaud, on peut dire. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Après, Raphaël Arnaud est toujours porte-parole de la Jeune Garde, en tant que député France Insoumise, parce que bon, le combat antifasciste se mène aussi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais voilà, j'ai été porte-parole de la Jeune Garde du coup de septembre jusqu'à la dissolution. Et voilà, ouais, j'ai entre guillemets pris la suite à Lyon concernant le porte-parole là, mais notre travail militant ne se résume pas qu'à ce porte-parole là. C'est un travail militant qu'on a mené sur le terrain pendant des années, et qui allait au-delà du porte-parole là sur les médias et les réseaux sociaux, hein. C'était super important de mener des campagnes politiques de terrain, notamment via des interorganisations. Là, c'est un petit tract, hein, qu'on avait mis en place, qui représente les forums sociaux antifascistes. Un événement qu'on met en place chaque année où on a des prises de parole de divers représentants politiques, mais aussi des sociologues. On invite des antifascistes d'Europe, d'ailleurs. Voilà, donc voilà le travail qu'on a mené sur le terrain, qui est un travail unitaire et un travail de terrain, et que du coup qui a été dont le complément a été du coup ce porte-parole là qu'on a mis en place après. Mais la base de notre organisation politique à la base, c'était du coup le travail de terrain pour la fermeture des locaux d'extrême droite à Lyon.
Et ensuite, dans les autres villes, on a pu se monter en France. Voilà. D'accord. Une question un peu plus légère, petite note d'humour. Est-ce que pour être militant antifasciste aujourd'hui, est-ce qu'il faut être prêt à faire du MMA Est-ce qu'il Non. faut être costaud comme toi? Non, non, c'est pas ça. Nous, on a une conception de l'autodéfense qu'on a toujours assumée, qui est du coup une conception de l'autodéfense politique de groupe et non pas individuelle. Pour nous, c'est super important et c'est ça qui nous démarque des fascistes qui essayent eux, de créer un mythe de l'homme blanc, fort, individualiste, viriliste. Nous, c'est vraiment différent. On a toujours construit notre travail politique en groupe et la conception de la défense de notre camp social par le groupe et par le collectivisme, c'était vraiment le plus important pour nous. Le collectif prime toujours et évidemment qu'on a pu mettre en place des formations à l'autodéfense pour divers groupes de notre camp politique et social, mais que jamais et au plus grand jamais on a imaginé cette autodéfense-là individualisée. Ça a toujours été le groupe et le collectif qui était mis en avant et qui s'entraînait toujours voilà, collectivement. Et si il y avait quelque chose à améliorer à ces amphis, si on te posait la question, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais amener en termes de plus-value pour que ça améliore l'événement? Déjà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de personnalités qui sont pas forcément de la LFI et qui sont carrément opposées à la LFI. J'aimerais qu'il y en ait un peu plus qui viennent débattre parce que je trouve ça vachement intéressant et courageux et nécessaire, le débat. Et surtout, ça se fait avec moins de langue de bois que dans les médias habituels. Donc, c'est plus simple de discuter sereinement, en fait, parce que là, les choses, elles sont, sur un pied d'égalité. Les règles sont les mêmes pour tout le monde et c'est pas le journaliste qui va décider de te faire taire. Et tous les chroniqueurs derrière qui sont à 4 ou 5 et qui arrêtent pas de piailler pendant que tu parles, là. Les médias, ça devient horrible. On n'arrive même plus à entendre quoi que ce soit. Première chose. Deuxième chose, je pense que les amphis, ça fait longtemps qu'ils sont à Valence et que ce serait bien qu'ils fassent profiter des universités d'été dans une autre région géographique, même si moi ça m'arrangeait. Mais je pense que tous les gens d'ici ont vu, savent de quoi il s'agit et que ce serait bien d'en faire profiter aux gens dans le sud-ouest, dans le nord-est, etc. Il y a un vivier autour de l'île, il y a un vivier dans le sud-ouest. Voilà, c'est bien de changer le décor un peu. Je pense que c'est pour des questions pécuniaires, mais maintenant, l'argent va rentrer, donc ils pourront se permettre, j'espère. Bah, c'est vrai que ce serait bien de faire une espèce de mini tournée des amphis d'été. Après, la logistique, je suppose, est quand même assez conséquente. Ça dépend aussi, je suppose, des plannings de tout le monde. Et puis, l'été, les 3/4 des gens sont dans le sud en vacances aussi, donc je pense que ça doit arranger tout le monde. Mais peut-être que tu as raison et qu'il faudrait faire alors 2 temps, peut-être ça en 2 temps, université d'hiver, université d'été, et puis que ça se promène dans la France pour que ce soit justement des événements plus populaires. Et je suis d'accord avec toi, ramener des gens qui sont ouvertement pas de gauche. Alors, je vais pas aller jusqu'à ramener des gens d'extrême droite non plus. Je suis pas complètement fou, mais il y a quand même des gens, il y a des antifascistes, il y a quand même la jeune garde et tout ça. Je suis pas sûr que s'ils voient arriver, tu vois, des mecs d'extrême droite, ça se passe particulièrement bien. Si des mecs d'extrême droite arrivent aussi avec leur garde à eux, moi qui connais un peu le délire, je sais que des fois ça zouke un peu, mais au moins en tout cas, en termes de cadre politique, ramener des gens un peu plus dans des débats comme Bompard et Consigny, comme on a vu, qui peuvent être peut-être un peu plus... on va dire un peu plus brut de décoffrage dans les idées, tu vois, dans la confrontation. Ça, je suis d'accord avec toi, ouais, carrément. Tu sais, je pense pas que quelqu'un qui vient du Rassemblement National, par exemple, serait moins bien accueilli que Caroline Yadan ou Meir Habib, par exemple. Et même si ça, c'est une question que j'aurais aimé poser au représentant de Tzedek, j'aimerais vraiment savoir si lui, il en a connu des gens antisémites à gauche. Parce que cette légende-là qu'on veut bien nous faire, on est bien antisioniste, ok, pour beaucoup, mais antisémite jamais. Quand t'es pas raciste, t'es pas raciste. Et ça s'offre à tout le monde. Et bien sûr, il y a des cons partout. Et c'est pas parce qu'on trouve qu'il y a quelques juifs qui sont cons qu'on déteste les juifs dans l'absolu. Et je pense que j'aurais aimé l'entendre de sa bouche
oui, effectivement, ça n'existe pas. Il y en a, peut-être, mais pas autant que chez les fans de Barbie et de Klaus Barbie. Alors pour équilibrer, il y en a. On va pas se mentir, il y en a forcément aussi à gauche comme il y en a à droite. Des racistes, il y en a partout. Des antisémites, il y en a partout. Mais c'est vrai que déconstruire la narration, en tout cas le narratif de l'exécutif et puis des médias politiques qui ont imposé du coup cette marque, qui ont imposé cette marque à LFI en disant que tous les mecs à gauche sont antisémites, machin et tout ça, je veux dire, c'est lunaire d'entendre ça, sachant que tous les gens de gauche prouvent de par leurs actions, de par leur discours, et puis même de par comme nous par exemple à React One, qui sommes ouvertement de gauche assumés, et qui avons reçu, tu sais, l'écrivain juif qui est passé, musulman, qui nous a parlé du sionisme et tout. Vous retrouvez d'ailleurs l'émission sur la chaîne. On serait antisémite, on n'aurait jamais donné la parole à ces gens-là. Tu vois ce que je veux te dire? Comme par exemple l'association des Juifs de France, tu vois, qui se battent contre le sionisme et tout. Et ces gens-là, ils sont à gauche, ils sont pas à droite ni à l'extrême droite, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que les gens, en tout cas que les gens de droite ou d'extrême droite, comme tu parlais, soient noyés sous la domination du narratif politique médiatique, tu vois, sur ça. C'est dommage. Je pense que en tant que citoyen, il devrait avoir une ouverture d'esprit un peu plus rationnelle sur ça. On est d'accord. Et pour ceux à gauche qui n'auraient pas compris, moi je trouve qu'il n'y a aucune raison d'être antisémite. La personne avec qui j'ai le plus apprécié de parler, c'est un des représentants du Tzedek, il s'appelle Antoine, et on a bien déliré avant l'interview, tout ça, et c'était, voilà, j'avais l'impression que c'était mon pote depuis 20 ans, celui-là. Donc, les frontières culturelles, c'est fatigant, quoi. Quand on s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent. J'ai toujours cru que, pour moi, c'est le fait d'avoir peur de l'autre, enfin non, le fait d'être raciste ou sectariste, c'est justement la peur de l'inconnu. C'est quand on connaît pas les gens, quand on prend pas le temps de les côtoyer, on peut pas se rendre compte que ce sont aussi des gens bien, marrants, généreux. Donc bonjour, moi je travaille pour Acrimed, qui est l'acronyme de Action Critique Média, une association loi 1901 qui aura 30 ans d'existence l'année prochaine, puisqu'elle est née en mars 96. Acrimed, c'est une association qui a pour vocation de faire de la question des médias une question politique, c'est-à-dire faire en sorte que les partis qui se réclament de la transformation sociale assument cette question comme une question politique en tant que telle, c'est-à-dire la mettre à l'agenda de leurs revendications, notamment pour lutter contre la concentration et la financiarisation. Ça, c'est une carte que l'on fait en partenariat avec le monde diplomatique, pour montrer justement l'état de la concentration en France et les conséquences qu'elle a sur le manque de pluralisme dans le débat public en France. Et donc pour faire de la question des médias une question politique, Acrimed a plusieurs moyens. On a un site internet www.acrimed.org sur lequel on peut retrouver plus de 5000 articles accessibles de manière gratuite. On publie des ouvrages, des livres. On publie également un magazine qui est un trimestriel. Ici, le dernier numéro, le magazine Média Critique, qu'on publie depuis octobre 2011. On est également sur Blast, sur lequel on anime un programme qui s'appelle Quatrième Pouvoir. Et donc, on fait une émission à peu près tous les 2 mois. Et on réalise des interventions publiques également, à la demande des collectifs, des syndicats, n'importe qui veut nous inviter pour que l'on parle de cette question de la critique. Ça existe depuis 30 ans. Ça existe depuis 30 ans, ouais. Et ça tourne bien, ça arrive à... Oui, on a 1500 adhérents, enfin plus de 1500 adhérents aujourd'hui, alors ce qui sont des gens qui donnent essentiellement financièrement pour l'association, puisqu'on n'a aucune subvention. On est financé que par les adhésions et les dons, ce qui nous permet de maintenir notre indépendance et notre radicalité. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4 salariés pour 2,9 équivalents temps plein, donc relativement des petits moyens, mais on a aussi une équipe de bénévoles qui nous permettent justement d'être de la présence sur des événements, de tracter en manifestation, d'organiser des événements ou de représenter l'association à la demande encore une fois des différents collectifs qui nous sollicitent. Je vais faire redescendre et je vais rebasculer un petit peu le débat pour pas qu'on reste trop sur ce délire antisémite des médias, machin et tout ça concernant les filles. J'ai envie de parler de bouffe avec toi. Est-ce qu'il y avait des stands avec des richesses culturelles, des genres de choses? Est-ce que tu as pu goûter des choses intéressantes
Alors, question qui n'a rien à voir, je passe du tout au tout, mais Non, mais c'est bien que tu la poses parce que j'aurais pu en parler. Ouais. Alors, il y avait énormément de food trucks. Déjà, ils sont les bienvenus parce qu'ils payent une patente ou je sais pas quoi. Mais eux aussi, ils sont bien contents de venir parce que les petits sandwichs à 10 euros, ça va. Mais il y en avait beaucoup et en même temps, peut-être qu'il n'y en avait pas assez parce que quand tu vois la queue par moment. Mais c'était sympa, il y avait de tout. Oui, justement, il y avait de toutes les réunions, Italie, genre Thaï, etc. Il y en avait vraiment pour tout, vegan, tous les goûts. si si tu devais conseiller à quelqu'un d'aller aux amphis, tu le ferais pour une question de collectivisme, sur une question politique, sur une question de réponse peut-être aussi à des questions ou des idées perçues. Tu dirais aux gens d'y aller ou pas? Alors, je conseillerais aux gens d'y aller, ne serait-ce que si tu as une curiosité politique. Mais tu vois, j'ai proposé à mon meilleur ami de venir avec moi, je te paye la place et tout, si tu viens. Mais c'est pas quelqu'un d'investi politiquement, même si c'est quelqu'un qui s'est présenté au municipal dans son village et qui est de droite, enfin, on va dire libéral. Euh, bon, c'est parce que c'était pas la personne idoine pour venir visiter ça. Mais j'aurais quand même aimé qu'ils viennent, qu'on délire ensemble, mais c'était pas son délire à lui. Mais par contre, ouais, je conseillerais à des personnes, surtout, pas des gens de gauche déjà, ce sont des convaincus, on n'a pas besoin, mais à des gens qui sont, ceux qui votent pas, les abstentionnistes surtout, voilà, parce que quelqu'un de droite, ben, c'est aussi quelqu'un de communautaire et qui va, c'est comme si tu faisais changer une religion à quelqu'un, c'est pas facile de lui dire, allez, convertis-toi. Donc, des gens qui ont été dans la droite toute leur vie, c'est pas facile. Mais quelqu'un qui n'a jamais voté, ça, c'est important. Les abstentionnistes, c'est très important de pouvoir les capter. Et c'est eux. Mais j'en connais pas beaucoup non plus. Et souvent, quand quelqu'un te dit, j'ai pas envie de voter, c'est pas parce qu'il a un discours dans sa tête qu'il a réfléchi sur la politique. C'est juste qu'il a pas envie de se prendre la tête. Voilà, il se sent abandonné. Il croit que tous les politiques sont pareils. Et moi, j'y crois pas, ça. Parce que quand tu vois comment les députés bossent à la France Insoumise, non, c'est pas tous pareil. Et puis la politique est ce qu'on en fait, hein. Donc clairement. Alors moi, c'est une question du coup j'aimerais te poser. À part du coup les insoumis, bon, on sait que c'est les amphis de 2025 des insoumis, l'université d'été, mais est-ce qu'il y avait une pluralité de la gauche représentée qui était là en termes de cadre, ou alors il y avait vraiment uniquement que du LFI? Il y avait d'ailleurs, je devais les interviewer, mais ça s'est pas fait, la jeunesse communiste révolutionnaire. Il y avait je sais plus si c'était le NPA ou un autre parti de gauche, mais qui ressemble au NPA. Action, non, c'est pas Action Directe non plus, je sais plus. Bon, oui, de toute façon, ils avaient droit d'y être, ils étaient les bienvenus. Juste pour l'anecdote, avant le débat entre Consigny et Bompard, t'as bien compris, tu sais, la salle se chauffait, et t'as bien compris que les sympathisants LFistes ne veulent plus entendre parler du PS, et aussi, non pas du PC, mais de Fabien Roussel. Plus de PS, ça c'est acté. C'est-à-dire que pour les insoumis, le PS n'existe plus, hein, on est d'accord. Et du coup, ils sont OK pour le PCF, mais sans Roussel. C'est bien ce que tu es en train de nous dire. C'est ce que je pense. Ah, c'est ce que tu penses. C'est pas le mot d'ordre. Moi, je suis pas les mots d'ordre et puis j'ai pas entendu ce genre de mots d'ordre en tout cas. À part que à chaque fois que tu entends un journaliste dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Fabien Roussel, quand tu entends Mélenchon répondre, tu as bien compris qu'il a plus envie d'en entendre parler. Moi, c'est l'impression qu'il donne, hein, qu'il me donne. Après, ça s'entend. Après, ça s'entend. Quand tu vois ce qui s'est passé avec le PS à l'Assemblée pour Bayrou et puis pour d'autres événements, ça peut se comprendre. Du coup, la gauche, la néo-gauche, comme moi je l'entends, ne veulent plus entendre parler de ces partis qui sont un petit peu poussiéreux, enfin voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien à négocier avec ce gouvernement. Il faut arrêter de mentir aux gens. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, sur ça. Que tu sois de droite, de gauche, d'extrême droite, peu importe.
on n'est plus à négocier avec le gouvernement. Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Il est temps qu'ils partent. Et je pense que les gens, et c'est peut-être ce que toi, tu as dû entendre à travers cet événement, que les gens ont acté ça, quoi. Ils n'en veulent plus et puis ils sont OK avec ça, quoi. Je pense, hein. Ouais, mais je pense la même chose. Tout le monde, enfin la majorité, je pense, a compris que le PS, c'est pour garder son précaré, les subventions qu'ils ont toujours eues parce qu'ils ont eu tant de voix et qu'il faut les rembourser, les frais voilà, de candidature, etc. Mais ils existent plus que pour ça, quoi, et pour s'entretenir entre eux parce qu'ils ont un poste de député ou ils ont un truc à la municipalité, à jouer en maire, nana. Ils vivent de la politique. Ils ne font plus de la vraie politique qui s'appelle la police de la cité, quoi. Quelle conférence ou quel atelier il y avait en plus que ce que tu viens de nous raconter, c'est-à-dire à part la jeune garde, à part les militants antifascistes et le mouvement pour la paix et tout, est-ce qu'il y avait des ateliers liés à la citoyenneté, par exemple? Ou est-ce qu'il y avait des ateliers liés à, alors je sais pas, je vais raconter un peu n'importe quoi, mais je sais pas, de la mouvance politique, du militantisme, ou alors au contraire des ateliers qui n'avaient absolument rien à voir avec ça? Il y avait ce genre de choses? Il faut bien différencier les stands qui représentaient l'objet de leur association et les conférences qu'il y avait. Les conférences, ça n'avait rien à voir. Il y avait, alors en extérieur, il y avait beaucoup de conférences en intérieur, dans l'espèce de palais des congrès, où t'as plusieurs salles et plusieurs conférences en même temps. Et il y avait à peu près 6 ou 7 chapiteaux en extérieur, où des conférences avaient lieu en même temps. Donc t'imagines en 4 jours le nombre de conférences qu'il y avait. J'ai pas le programme sous les yeux, donc je vais pas pouvoir te les citer, mais ça fait énormément d'intervenants, ça fait énormément d'informations, et tu sens vraiment que ceux qui y allaient, c'est parce déjà ils étaient concernés ou par leur métier, et que là c'était plutôt les ingénieurs qui allaient, enfin les ingénieurs, hein, les élites quoi, qui poussent le truc jusqu'au bout et qui vont voir ceux qu'ils considèrent comme leur père, ou leur maître ou quoi. Et ouais, je veux le voir lui, il va parler de ça, etc. Bon, là je te cite un autre exemple. Rokhaya Diallo, elle a une certaine notoriété. Elle n'est pas à la France Insoumise. Elle a fait une conférence, il y avait plein de monde parce qu'elle traitait d'un sujet qui intéressait tout le monde de toute façon. Donc il n'y a pas de raison que personne n'aille la voir. C'est très grave que dans une université, on lance un colloque contre une notion qui n'a absolument aucun fondement idéologique et qui n'a pas vraiment de résonance dans le contexte français. Donc il y a aussi une forme d'hypocrisie ici où on diabolise ce qui se passe aux États-Unis tout en utilisant des leviers similaires pour finalement empêcher les personnes de se mobiliser dans les espaces universitaires, pour stigmatiser la recherche. C'est très très compliqué de faire des recherches en France sur le genre, sur les questions décoloniales. Les chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là sont considérés comme étant des militants qui ne travaillent pas, mais qui promeuvent une idéologie qui n'aurait pas d'appui sur l'histoire de France parce qu'elle serait universaliste, etc. Ce qui n'est pas vrai. Et finalement, malgré tout, aux États-Unis, il y a quand même, dans les espaces universitaires, plus d'espace pour questionner ces réalités historiques que c'est le cas en France. Donc, il y a vraiment une énorme hypocrisie et un paradoxe. Moi, par exemple, c'est une anecdote, mais en fait, quand j'ai été nommée chercheuse à Georgetown, moi, je suis pas universitaire de formation. Mais j'ai été nommée parce qu'en fait, les personnes qui m'ont recrutée considèrent que le travail que j'ai fait en tant que journaliste, en fait, que ce que j'ai produit sur le plan documentaire, sur le plan écrit, ça correspond en fait, ils considèrent le savoir qui est produit en dehors de l'académie. Et ils considéraient que ça me donnait des compétences pour travailler sur ces différentes thématiques. Et en fait, quand ça a été annoncé, à l'époque c'était Twitter en France, le mot chercheuse était en top tweet de Twitter français, tellement les gens étaient choqués et en fait révoltés du fait qu'une personne qui ne vient pas du monde universitaire puisse être considérée comme une chercheuse dans une université étrangère, alors que j'avais été nommée par le président de l'université et que c'est pas des Français qui allaient lui dicter des critères selon lesquels il allait accueillir mon travail. Mais c'est intéressant en fait de voir. Et il y avait, oui, donc des conférences sur la citoyenneté, sur comment quand on est comme toi et moi, militer. Et à la rigueur, se présenter aux élections, ne pas avoir peur d'aller le plus loin possible. Il y avait tout, la France-Afrique, l'habitat précaire, le droit du travail.
la situation de Vox en Espagne. Donc, tu avais même une femme qui parlait en espagnol, le traducteur, etc. Donc, c'était très diversifié, vraiment très diversifié. Et tout ça, oui, c'est pour la citoyenneté, avant tout. Ça traitait de choses qui nous concernent et qui, pour quelqu'un, on va dire, qui s'en fout de la politique, va trouver ça très pompeux. Il va trouver que ça le concerne pas parce que voilà, il a une vie, il a pas de moyens, il a d'autres soucis dans sa vie et il s'intéresse pas trop aux autres, donc il va pas s'intéresser à ce débat. Mais moi, je trouve que tous les débats, je suis pas allé les voir parce que je suis pas allé aux amphis pour ma pomme. Donc, je me suis pas dit je vais assister à telle conférence ou telle conférence parce qu'elle m'intéresse, excepté que j'en ai raté une qui m'aurait plu. Je n'y suis pas allé le jeudi. Et le jeudi, il y avait justement comment t'occuper des médias, des médias à partir de ton portable, etc. Donc ça aurait pu faire peut-être 1 heure de formation pour moi avant d'y aller parce que. Ah, c'est dommage, t'as raté ça, mais bon, c'est pas très grave. Bah écoute, je sais pas, peut-être une dernière question concernant du coup cet événement. Alors, elle va être compliquée cette question, mais tu vas voir, je vais essayer d'être précis. Quand tu vois l'offre politique à l'heure d'aujourd'hui de tous les partis politiques réunis, hein, c'est-à-dire allons de la gauche, même allons de l'extrême gauche plutôt jusqu'à l'extrême droite, en termes d'implication citoyenne, est-ce que tu penses que du coup c'est la bonne stratégie d'avoir ce genre de université, d'ateliers, de conférences, etc. Pour un groupe, et je vais plutôt dire comme un mouvement comme LFI, qui peuvent apporter une politique future. Quand j'entends une politique future, c'est-à-dire une autre manière de parler aux citoyens à travers ce travail-là d'événements, de mobilisation, etc. Où tu penses que du coup la manière des politiques de se servir uniquement des médias mainstream, et c'est là où est ma question finale, excusez-moi, elle est longue, mais peuvent aller chercher l'électorat pour des élections. Déjà, je pense que c'est utile pour conserver le socle et pour toutes les informations qui circulent, hein, pour les conférences, ça passe pas dans l'oreille d'un sourd pour ceux qui ont assisté. Ensuite, quand même, les amphis ont été couvertes à la télé par les médias. BFM TV, d'ailleurs, faut le souligner, ils sont venus faire plusieurs interviews. Ils ont vu Antoine Léaumont, ils ont vu Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, Mathilde Panot et je sais plus qui d'autre, mais quand même ils ont couvert l'événement, même s'ils ont peut-être diffusé à 1h du matin ou je sais pas, mais au moins ils sont venus. Les autres, je sais pas, j'ai pas vu. Après, j'ai pas scruté tout le monde, hein, mais j'ai pas vu TF1, France 2, France 3, CNews, LCI, etc. Je les ai pas vus. Et peut-être que c'est moi qui ai mal vu, hein. Mais je n'ai vu en tout cas sur YouTube que BFM. D'accord. Ma question était pas vraiment celle-ci, c'était plutôt lié à l'électorat de faire déplacer des masses jusqu'au bureau de vote. Est-ce que tu penses que du coup le travail de terrain avec ces événements-là peut primer sur le travail du mainstream de l'aliénation, si tu veux, d'aller chercher des électeurs dans leur salon? Je pense que si les amphis sont organisés, c'est parce que il y a toujours eu des universités d'été, ça fait partie des habitudes qu'on a et comme je te dis, on doit entretenir le socle. Mais je pense pas que ce soit ça le plus déterminant pour combattre ce problème. Non, ce qu'il faut, c'est continuer d'être présent. Et si on peut pas être présent dans le mainstream, eh ben, il va falloir faire de l'indépendant, mais bouger fort. Et je sais pas si tu te souviens, pour terminer, puisqu'on n'a pas encore parlé de Canard Réfractaire, Canard Réfractaire donc voudrait fédérer tous les médias indés. Et il y a quelque temps, je t'ai parlé que ce serait bien qu'on voit un média faire un zapping de tous les médias indés, de toutes les punchlines qu'il peut y avoir, etc., et de regrouper tout ça. Et pourquoi ce serait à eux de le faire et pourquoi pas toi? Alors, déjà, je salue Johan du Canard Réfractaire si tu nous entends. Alors, je sais que tu as parlé avec lui, qu'il est intéressé pour revenir vers nous. On attend maintenant
le mail, en tout cas le contact. Et puis je te remercie, c'était pas prévu que tu ailles à lui nous représenter tout ça, mais tu l'as fait, donc on assume le truc. Donc Johan, déjà un grand respect pour ton travail. Et puis maintenant, on attend que tu viennes vers nous. L'idée de fédérer est pas mauvaise. Moi, je pense que c'est plutôt même une bonne chose. Après, nous, à React One, on cherche la plus-value citoyenne. Donc après, il faut voir qui fait quoi là-dedans, tu vois. En termes de travail, la répartition des tâches, c'est une bonne chose. Donc on attend de savoir si c'est le projet de Johan du Canard Réfractaire, on attend de savoir quel est le projet. Et puis on avisera, voir si nous, on peut amener quelque chose ou pas. En tout cas, écoute, je te remercie. Je vais te laisser du coup un dernier mot de la fin là pour nous parler de ces amphis. Et puis ensuite, on finira sur la vidéo du mouvement pour la paix et de ses représentants qui finiront cette émission. Je t'en prie, Franck, et puis c'est à toi. Voilà, non, j'ai rien à dire. Merci déjà de m'avoir fait confiance pour m'avoir laissé comme ça dans la nature faire ce petit reportage et te représenter, parce que c'est pas dénué de risque. On ne sait jamais sur quel fada on peut tomber. Pas oublier que je suis Marseillais. Donc merci pour ta confiance. Je voulais te rappeler que si j'y suis allé, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Et c'est parce que si c'est pour vous, c'est pas parce que je fais le toutou, c'est parce que moi j'aime bien le discours de React One, j'aime bien l'attitude, et voilà, j'aime pas soutenir ceux qui ont déjà gagné, j'aime soutenir surtout ceux qui méritent de gagner et qui n'y sont pas encore arrivés. Donc voilà, je trouve que tu mérites beaucoup plus React One mérite beaucoup plus que la notoriété qu'il a en ce moment, même si c'est très honorable, le nombre d'abonnés, etc. Et surtout, moi, je voudrais que le travail que tu as fait jusqu'à maintenant soit reconnu. Voilà, donc c'est pour ça que j'y suis allé, et ça m'a fait plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie. Nous, React One, on est un média citoyen. Donc, quand les citoyens vont sur le terrain, nous ramènent des images et ils vont au nom de l'étiquette citoyenne, ce serait quand même assez lunaire qu'on refuse les images et qu'on refuse les témoignages. On ne peut pas s'inscrire d'un côté en étant un média citoyen si les gens partent à l'aventure censés nous représenter et qu'on leur dise non à la fin. Nous, le but, c'est le partage, l'échange et puis la plus-value citoyenne, encore une fois. Donc, si comme Franck, vous voulez nous ramener des images, venez nous voir, il n'y a aucun problème. Franck, merci grandement pour du coup le travail que tu as fait. Et puis bien entendu, on te retrouve dans nos émissions, la libre antenne du vendredi et dans celle du mercredi. Puis bien entendu, tu es un abonné fidèle de la chaîne et on te remercie vraiment pour tout le travail que tu as fait. Franck, merci. Pas de quoi, c'est un plaisir. Merci à toi pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant à tous. Alors nous, c'est le mouvement de la paix. Alors nous, au mouvement de la paix, tu vois, on a des pratiques, on a des principes et des pratiques. Ce qui se rejoignent, c'est les mêmes. Mais on considère que le pognon, il faut aller chercher dans la poche de ceux qui l'ont. C'est-à-dire dans la poche des bourgeois, des riches. Et c'est quand même là où il y a le plus de pognon. Alors bon, on n'a pas encore trouvé à être financé par des riches, parce que les riches sont pas pour la paix en France. Parce qu'en France, on a des capitalistes qui sont très axés sur la guerre, l'armement et sur les conneries comme ça. Donc il faut beaucoup de pognon avec ça. Par exemple, Dassault, ils ont multiplié leur rentabilité par 3 depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors qu'il faut des avions tout pourris. Est-ce que ça a plus profité à fabriquer de l'armement ou est-ce que ça a profité seulement aux actionnaires, surtout? Et à dégraisser les emplois. Dassault, c'est la famille, quoi. C'est la famille, Dassault, c'est celui qui faisait le patriarche, qui faisait sauter Jacques Chirac sur ses genoux, tout ça, c'est la grosse mafia, quoi. C'est la mafia de la bourgeoisie française. Ils sont là pour faire des pognons. Et surtout, ils font des avions de merde. Là, récemment, dans la guerre indo-pakistanaise, les Rafales, ils se sont fait défoncer par les avions chinois pakistanais. Donc non seulement on est en train de flaguer l'économie française pour faire des armes, mais en plus les armes qu'on fait c'est de la merde. Ça personne ne le dira évidemment. Non, Sur aucun grand média, personne ne te dira que les Rafales ils sont fait flinguer par les avions chinois pakistanais, quoi. Mais
l'armement qu'on fait en France, c'est pas non. En plus, bah là, il y avait un économiste ce matin qu'on aime bien au Monde d'appel, il s'appelle Claude Serfati. Et Claude Serfati, lui, il a écrit des super bouquins sur l'industrie de l'armement. Et en fait, il a fait des études économiques. Et quand tu mets du pognon dans l'industrie de l'armement, déjà, tu produis des armes. Les armes, ça correspond à aucun besoin quotidien, tu vois. Les armes, ça se mange pas, ça ne te soigne pas, ça ne te permet pas de te déplacer. Ça fait fantasmer un peu ceux qui ont un esprit américain, qui se disent qu'on en a besoin personnellement pour se défendre. Parfois. Ouais, donc les armes, en fait, en gros, ça ne répond à aucun besoin humain quotidien, tu vois. Donc en fait, ce sont pas des productions qui sont utilisées, tu vois. L'utilité est simplement idéologique. En plus, quand tu investis dans l'industrie de l'armement, c'est pas comme quand tu investis dans de l'industrie civile. Quand tu investis dans l'industrie civile, tu crées beaucoup plus d'emplois parce qu'il y a tout un, quand tu investis dans l'industrie civile, il y a tout un secteur d'activité qui se développe autour de l'industrie que tu finances. Ou quand tu investis dans la santé ou l'éducation, c'est pareil, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient dire oui, mais l'armement c'est important parce que c'est dissuasif, etc. Ouais, cette petite culture. Souvent, c'est des mecs qui ont des problèmes de bite. En réalité, c'est très lié au patriarcat. Et en fait, la plupart des objets militaires, c'est des objets phalliques. Les militaires, ce sont à 85% des hommes. Souvent, les mecs, ils ont un complexe, en fait. Je crois qu'ils devraient pas arrêter de jouer aux petits soldats. Parce que je pense que ça crée un traumatisme chez eux, chez certains mecs, d'arrêter de jouer aux petits soldats, tu vois. Et après, ils nous disent que la guerre, c'est nécessaire. Mais les gens qui font vraiment la guerre, les militaires, tu vois. Moi, j'adore discuter avec des militaires, parce que la majorité des militaires, c'est pas des cons, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est des gens qui, la guerre, ils savent ce que c'est, quoi. Ils savent ce que c'est que de voir son meilleur copain éventrer avec les tripes à l'air, avec le sang qui dégouline, et puis le jus de cervelle un peu partout, tu vois. Ouais. Ils savent ce que c'est. Oui, donc la guerre, c'est pas rigolo, c'est pas un jeu vidéo, quoi. C'est un idéal seulement, enfin un idéal. C'est idéalisé seulement par ceux qui connaissent pas ça vraiment, qui l'ont pas vécu. Tu vois, la plupart des gens qui parlent de la guerre à la télévision, même souvent les experts militaires, c'est des experts militaires qui n'ont pas fait la guerre. Des gens qui ne savent pas, et qui ne savent en réalité pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est que d'être un gamin, d'avoir 5 ans et de vivre sous les bombardements, tu vois. On a des copains comme ça. Est-ce que tu confirmes mon impression, c'est que les plus hauts placés dans l'armée sont conscients justement de ces choses-là, ils sont un peu plus pondérés dans leur discours. Ils sont pas des va-t-en guerre, mais au contraire. En fait, c'est des gens qui sont plus proches de la réalité que les politiciens bourgeois. Mais en réalité, l'armée française, elle est extrêmement. C'est pas une armée républicaine, hein. Tu vois, c'est une corporation. Ben, c'est pire que ça. Saint-Cyr, c'est une école pour les bourgeois et pour les fils de la noblesse des cathis. On a un système éducatif en France qui est extrêmement inégalitaire. Moi, j'en ai discuté avec un copain là, que j'avais rencontré à un meeting du POI là contre la guerre. Et le copain m'a expliqué qu'il avait fait Saint-Cyr et que la première année, il s'était retrouvé avec des jeunes des quartiers populaires comme lui. Et la deuxième année, il n'avait plus un seul. Hein. Il n'y avait que des blancs, catholiques, ultra-réactionnaires. Et en fait, le bureau des élèves à Saint-Cyr, c'est tenu par les pires fascistes, les pires catholiques, les plus ultra-réactionnaires catholiques qu'on puisse trouver dans l'école. Et donc, ils sont partis d'eux-mêmes? Oui, c'est ça. Voilà, ils ont été pas dans leur élément. On les a fait partir, ou ils sont partis, donc en tout cas, deuxième année, il n'y en avait plus. Et c'est comme ça que ça marche, Saint-Cyr, c'est vraiment l'exemple de ce que c'est que l'armée française. C'est pas une armée républicaine, c'est une armée impériale. Et c'est pour ça que les militaires français, le pire des trucs, le pire traumatisme pour eux, c'est que l'armée française a été chassée d'Afrique ces dernières années. Ça, c'est un grand événement pour la guerre et la paix en France. L'armée française a été chassée de quasiment tous les pays d'Afrique où elle était présente. Ça, c'est un événement historique, ça, pour la France. C'est les populations qui se sont révoltées. Ils ont fait des manifestations monstres au Niger, au Burkina Faso, au Mali, ces parties-là. Et ils ont viré l'armée française. Ils faisaient des manifestations, soldats français dehors. L'armée française est détestée là-bas. Et donc, tu vois, les Cubains, eux, ils envoient des médecins à travers le monde. Donc, tous les peuples du monde aiment les Cubains.
Parce que les Cubains, quand ils envoient des gens, c'est pour soigner. Donc, tu vois, quand les Italiens, pendant le Covid, ils envoyaient des Cubains, ils étaient contents, tu vois. Quand les Antillais, pendant le Covid, ils envoyaient des Cubains, ils les ont accueillis comme des rois. Mais les Français n'envoient que des militaires pour faire la guerre, en réalité. Hein. Ça reste l'héritage de Napoléon, quoi. Eh ben, c'est impérial, c'est colonial, voilà, c'est une conception bien pourrie de la France, quoi. Voilà les amis, c'était un aperçu des Amphis 2025, là où on s'échange des idées, des stratégies et de la vision politique à long terme. Alors qu'on partage ou non toutes ces orientations n'est pas le plus important. Ce qui est important en vérité, c'est qu'on voit bien que dans ce type d'événement, on se pose des questions, on réfléchit, on argumente, et que c'est très essentiel pour la gauche de le faire, et bien entendu pour la société en général. De mon côté, j'essaierai bien entendu de continuer à vous faire voir ce genre de débat, ce genre d'émission et ce genre d'événement à travers tous les citoyens qui vont rejoindre React One au nom de la cause citoyenne et qui pourront bien entendu nous ramener ce type d'image pour le collectif. Parce qu'avoir un regard intérieur sur ce qui se passe, sans filtre, c'est le meilleur moyen pour vous faire votre propre opinion. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à booster maintenant que YouTube vous offre la possibilité de le faire. React One remercie bien entendu Franck pour son déplacement sur le terrain, pour son travail et pour les images qu'il nous a ramenées. Pensez également à vous abonner à cette chaîne pour soutenir un média indépendant citoyen. Si vous avez également la possibilité financièrement de nous aider à développer le média citoyen et cette saison 3 de React One, n'hésitez pas, vous avez en description de cette vidéo et dans l'espace commentaire un lien qui vous amène directement vers notre Tipeee et vous pouvez bien entendu nous aider financièrement à partir de 1 €. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'analyse sur la chaîne ou dans nos émissions. C'était Jérôme de React One. Ciao, ciao les amis. Salut à tous.